Dans le cadre de l'étude des effets juridiques des droits de l'homme, il faut à présent aborder quelques-unes des perspectives nouvelles liées et générées par ces droits. L'une des caractéristiques des droits de l'homme dans la vie contemporaine est en effet que ceux-ci ne cessent d'évoluer. Deux raisons permettent d'expliquer ce phénomène. Il y a d'une part le nombre désormais important de traités, de conventions internationales qui garantissent des droits de l'homme et dont l'interprétation ouvre souvent des pistes de réflexion importantes à l'échelon aussi bien universel que régional. Et puis, il y a d'autre part l'autonomie qui caractérise les droits de l'homme. Nous l'avons vu, en effet, au cours de l'histoire, progressivement, les droits de l'homme se sont détachés de la conception nationale des droits fondamentaux. Ils sont désormais garantis à l'échelon de la société internationale via plusieurs organisations internationales qui les ont consacrés. Et dans cette perspective, ils ont acquis une forme d'autonomie qui les distingue parfois assez radicalement des droits fondamentaux dont ils sont issus historiquement, et d'ailleurs qu'ils ne cessent à leur tour d'influencer par souvent une importation des concepts qui se sont développés à l'échelon international et qui ne manquent pas d'influencer la conception nationale des droits fondamentaux. Alors, plusieurs perspectives nouvelles se présentent dans le cadre de cette évolution. Nous en évoquerons dans le cadre de cette session deux principalement. Il y a d'abord les rapports que les droits de l'homme entretiennent avec les organisations internationales. Et puis, il y a ensuite l'invocation éventuelle des droits de l'homme dans le cadre d'activités qui sont exercées par des sociétés non pas nationales, mais par des sociétés multinationales ou transnationales. Les droits de l'homme, nous l'avons vu, entretiennent en effet des rapports extrêmement étroits avec les organisations internationales, puisque ce sont ces organisations, à l'échelon aussi bien universel que régional, qui leur ont donné vie à travers les traités, les conventions internationales qui ont permis de les garantir et précisément de les doter d'effets juridiques. Mais aujourd'hui, une autre question se pose dans ce contexte, une question un peu dérivée de l'origine des droits de l'homme. Si les organisations internationales ont généré les droits de l'homme à destination des États qui doivent les respecter, est-ce que ces organisations internationales sont elles-mêmes liées dans leurs activités par le respect des droits de l'homme qu'elles ont créés? À l'origine, nous l'avons vu, les droits de l'homme ont été conçus pour s'appliquer aux États et limiter l'exercice de leur pouvoir dans le but d'éviter toute dérive à travers l'instauration d'un standard minimal de protection. Cette vision reste certes valable de nos jours, mais elle n'est pas ou elle n'est plus complètement exclusive, puisqu'il n'est pas précisément exclu que les droits de l'homme s'appliquent également aux organisations internationales. Je prends un exemple. La Convention européenne des droits de l'homme est certes ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Mais elle contient également une clause à l'article 56, paragraphe 2, qui prévoit la possibilité pour l'Union européenne d'adhérer à cette convention. Cela signifie qu'à terme, l'Union européenne est en quelque sorte destinée à devenir membre de la Convention européenne des droits de l'homme, et à ce titre, donc, voir d'une part les normes et les règles qu'elle adopte dans le cadre de l'exercice de ses compétences être de plein droit soumises à la Convention européenne des droits de l'homme, et puis d'autre part, à travers la soumission des activités de l'Union à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien de voir le droit de l'Union être passible du contrôle exercé par la Cour européenne des droits de l'homme. S'agissant de l'Union européenne, il est d'ailleurs intéressant de voir et d'observer la trajectoire qu'ont subi les droits de l'homme dans le cadre de cette organisation. Cette évolution est un peu comparable à celle que nous avons pu évoquer dans le cadre de l'évolution des droits fondamentaux ou des droits de l'homme à l'échelon d'autres organisations internationales. D'abord,
la proclamation de certains droits dans une charte, la charte de Nice, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, au mois de décembre 2000. Deuxième étape, l'intégration de cette charte et la consécration de sa force obligatoire dans le traité de Lisbonne du 13 décembre 2007. On voit désormais donc que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne fait partie intégrante des sources primaires du droit de l'Union européenne et qu'à ce titre, les États membres de l'Union sont soumis aux droits fondamentaux de l'Union européenne via le traité de Lisbonne et que l'organisation elle-même, l'Union européenne, est soumise aux droits fondamentaux qui figurent dans le traité de Lisbonne, qui sert en quelque sorte de constitution de l'Union européenne à cet égard. Et puis, troisième étape, alors, la prise en main par les juges européens, les juges de l'Union d'une part, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme de l'autre, visant dans la perspective d'assurer le respect des droits garantis aussi bien par la Charte que par la Convention européenne des droits de l'homme. Notez d'ailleurs, et je trouve que l'exemple ici est assez révélateur, au niveau de l'Union européenne, on ne parle plus de droits de l'homme, de droits de la personne humaine, mais de droits fondamentaux. Et on est là au cœur de notre propos. On voit donc que certaines organisations internationales, et l'Union européenne joue incontestablement un rôle pionnier à cet égard, ont tellement intégré les droits de l'homme que ces droits ne font plus partie du droit international. Ils sont intégrés à une sorte de constitution, certes supranationale, mais à l'intérieur de laquelle on la considère véritablement comme des droits fondamentaux, comme le seraient des droits fondamentaux d'origine interne. Voilà une perspective assurément intéressante. Un deuxième exemple pour illustrer le propos des liens existants entre les effets des droits de l'homme et les activités d'organisations internationales, un arrêt fort intéressant rendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme le 12 septembre de l'année 2012, une affaire NADA contre Suisse. Dans cette affaire, il s'agit de mesures prises par les autorités helvétiques à l'égard d'un ressortissant étranger en vue d'interdire à cette personne de quitter le territoire de l'enclave italienne de Campione, en territoire tessinois, donc dans la partie italophone de la Suisse, pour pénétrer sur le territoire helvétique. En d'autres termes, l'intéressé ici était en quelque sorte contraint de rester sur le territoire de l'enclave de Campione sans avoir la possibilité de se rendre sur le territoire suisse qui bordait le pourtour de ce petit territoire italien qui fait 1,6 km². En l'espèce, les autorités suisses justifiaient ces mesures au motif que celles-ci avaient été adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et que, en l'occurrence, le droit de l'Organisation des Nations Unies primait le droit national et la protection des droits de l'homme. Alors, l'arrêt NADA est un arrêt assez complexe, assez technique. J'en livre ici un très bref résumé. Dans son arrêt de condamnation de la Suisse, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les mesures de lutte contre le terrorisme adoptées dans le cadre des Nations Unies telles qu'intégrées au droit suisse relevaient véritablement du droit national et qu'à ce titre, elles devaient être mises en quelque sorte en balance avec le respect des garanties de la Convention européenne des droits de l'homme et en l'occurrence avec le respect du droit à la vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la Convention. Et dans ce cas-là, la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que les mesures restrictives qui étaient imposées aux requérants présentaient un caractère disproportionné, celui-ci ayant entre-temps été mis hors de cause des mesures de lutte antiterroriste adoptées au niveau des Nations Unies, parce qu'il avait réussi à prouver qu'il n'avait aucun lien avec aucune organisation terroriste visée par les mesures adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui est intéressant, c'est de relever que peu de temps avant, le même type de question s'était posé, pas à propos de la même personne, dans le cadre d'un arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de l'Union européenne et qui, sur la base du système alors de l'Union de protection des droits fondamentaux, était arrivé à une conclusion similaire.
Voilà donc une perspective intéressante. On voit que désormais les droits de l'homme, en quelque sorte, ont largement débordé le cadre national et aujourd'hui investissent les activités développées par certaines organisations internationales qui elles-mêmes doivent se soumettre au respect de droits à la création desquels, à l'instauration desquels elles ont largement contribué. La seconde perspective que nous souhaitons évoquer dans le cadre de ce cours porte sur les rapports juridiques entre les droits de l'homme et les entreprises multinationales. Le constat se fait aujourd'hui à l'échelon international, comme il a pu se faire par le passé et qui continue à se faire d'ailleurs à l'échelon national, constat selon lequel les menaces pour les droits de l'homme n'émanent pas, ne proviennent pas exclusivement de l'État et de ses organes. Ces menaces peuvent aussi émaner, on l'a vu, d'organisations autres que les États, comme les organisations internationales, on l'a vu, mais ces menaces peuvent aussi potentiellement émaner d'entreprises privées, notamment de sociétés multinationales dont le pouvoir en matière économique, mais pas uniquement, est un pouvoir qui peut être un pouvoir absolument énorme. Un pouvoir d'autant plus grand dans un monde globalisé qui a de plus en plus tendance à dépasser, à transcender les frontières des États-nations. On peut prendre ici deux exemples. L'exemple de compagnies impliquées, compagnies multinationales impliquées dans des catastrophes écologiques. Autre exemple, le cas d'entreprises spécialisées dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes privées qui, dans certaines régions du monde, peuvent littéralement se substituer à des tâches jusqu'alors accomplies par l'État et exercer elles-mêmes un pouvoir non négligeable en matière de menaces pour le respect et la protection des droits de l'homme au sens où nous l'avons vu aujourd'hui. Alors, nous avons vu également qu'au niveau national, il est admis à certaines conditions que les droits fondamentaux peuvent déployer des effets dans les rapports entre personnes privées. Question, pourquoi ne pourrait-il pas, pourquoi ne devrait-il pas en aller de même, s'agissant d'entreprises exerçant leurs activités non seulement à l'échelon national, mais à l'échelon multinational. Dans bien des domaines, d'ailleurs, il faut relever que ces entreprises ont compris tout l'intérêt qu'elles pouvaient retirer d'un respect et d'une protection affichée des droits de l'homme comme gage de qualité, de légitimité et d'honorabilité en développant des standards de self-governance destinés à accroître précisément leur crédibilité et leur légitimité, en vue de protéger non seulement leurs employés, leur personnel, mais aussi pour gagner la confiance de leur clientèle. Ces phénomènes sont croissants ces dernières années. S'il n'y a pas, à notre connaissance pour l'heure, de règles établies dans ce domaine-là, comme c'est souvent le cas en matière de droits de l'homme, nous pensons qu'il n'y a pas beaucoup de doute que ces perspectives vont encore gagner en importance ces prochaines années.